Bonjour à tous, c'est une vidéo aujourd'hui qui s'adresse aux élèves de 6e 3 et 6e 5 et qui concerne donc la correction de la fiche que je vous avais demandé de réaliser la semaine dernière sur les récits légendaires de la fondation de Rome, c'est-à-dire l'Énéide, l'histoire d'Énée, et l'histoire de Romulus et Rémus. Donc, je vous propose de prendre cette correction ensemble. Ceux d'entre vous qui étaient au collège aujourd'hui ont pu suivre une partie de la correction, donc je la reprends ici pour tout le monde. Donc je vous propose de prendre cette fiche si vous avez pu l'imprimer. Je vous propose de prendre le livre également et de suivre cette correction. Donc d'abord, il s'agit de suivre le parcours d'Énée, qui est donc un Troyen et qui, nous en avions déjà parlé, a fui Troie au moment où Troie est détruit par les Grecs et qui va fonder donc une nouvelle ville. Et son histoire est racontée par un poète latin qui s'appelait Virgile, qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Auguste, et il raconte donc cette histoire, l'histoire donc de Énée qui s'enfuit avec son père Anchise après la défaite face aux Grecs. Donc à la page 100, on vous demandait de suivre les étapes du voyage d'Énée. Alors je ne vous demande pas de tout reprendre un par un, simplement Énée il fait un grand voyage, une sorte de grande épopée, de grande odyssée un peu comme Ulysse tout au long de la Méditerranée. Il va passer par la Grèce, il va passer par l'Afrique aussi avec Carthage, il passe aussi en Sicile, pour arriver donc finalement en Italie, ce qui est l'Italie aujourd'hui, il va fonder une ville, la ville d'Albe la Longue, qui est en fait l'ancêtre de Rome. Alors Énée c'est qui? Je reprends là dans les questions ce qu'on a vu. Énée c'est un des derniers Troyens survivants à la destruction de la ville de Troie par les Grecs, donc il vient de Troie. Son histoire est racontée dans un grand poème qui s'appelle l'Énéide, donc par Virgile, le poète romain, et puis écrit donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Auguste. Je vous laisse prendre cette correction-là, vous l'avez sous les yeux. Et en particulier dans l'Énéide, il y a un épisode qui est célèbre, c'est la descente aux enfers de Énée. Donc vous l'avez, c'est le document 3 page 101 que normalement vous avez lu. On vous dit que Énée descend aux enfers pour chercher son père Anchise. Et celui-ci donc l'entraîne sur une colline et il va lui montrer toutes les générations qui ont succédé à Énée. Alors c'est une légende, hein, bien sûr, on n'oublie pas que c'est une légende, et Énée va pouvoir rencontrer tous ses descendants, en fait. Donc le voyage aux enfers, ça devrait vous faire penser à quelque chose qu'on a vu quand on avait fait l'Iliade et l'Odyssée. Dans l'Odyssée, à un moment, Ulysse il descend aux enfers et il va rencontrer ses amis, en particulier Achille. Et là, Énée, il va rencontrer ses descendants, ça ressemble beaucoup. Et parmi ses descendants, eh bien, il y a par exemple Romulus et Rémus, etc. Il y a plein de monde. Et puis il y a en particulier Auguste, qui justement, à ce moment-là, au moment où le texte a été écrit, est l'empereur romain. Alors, la dernière question était la plus compliquée. Quel est le message qu'il faut comprendre si j'étais un Romain et que je lisais cette histoire au 1er siècle avant Jésus-Christ à l'époque d'Auguste? Qu'est-ce qu'il faut comprendre si je lis l'Énéide? Tout simplement qu'en fait, Auguste est le descendant d'Énée, et donc, s'il est le descendant d'Énée et qu'il est donc le descendant du fondateur de Rome, Auguste mérite d'être empereur, puisqu'à l'époque où Auguste est empereur, il y a des... Je vais essayer de faire ça simplement. Il a des adversaires qui voudraient prendre sa place, et donc il a besoin de se légitimer, c'est-à-dire de dire à tout le monde que c'est lui l'empereur et qu'il mérite d'être empereur. Il demande à son ami Virgile donc d'écrire ce texte, cette Énéide, dans lequel on va nous dire que Auguste est le descendant d'Énée et que donc c'est tout à fait normal que ça soit lui l'empereur de Rome. En fait, dans la réalité, bien sûr, Auguste n'est pas le descendant d'Énée. En tout cas, il n'y a absolument aucune preuve d'abord que Énée ait vraiment existé, et encore moins que Auguste ait pu être son descendant. Ça, on n'en a pas de preuve. Simplement, c'est ce que Auguste veut faire croire, et comme ça, tous les Romains de l'époque se disent oui, Auguste, il mérite bien d'être empereur, puisqu'il est le descendant du fondateur de la ville d'Énée, et puis des autres personnages, et en particulier donc de Romulus et Rémus. C'est la deuxième partie. Romulus et Rémus, c'est une autre histoire, mais qui est mêlée à Énée, puisque Romulus et Rémus sont des descendants d'Énée. Et cette histoire, elle est racontée par un historien romain qui s'appelait Tite-Live, qui vit à la même époque que Virgile, donc qui est également à la même époque qu'Auguste, et qui est un ami d'Auguste lui aussi.
Et il raconte cette histoire. Alors l'histoire de Romulus et Rémus, j'ai mis une vidéo, vous l'avez regardé sûrement, de quelques minutes sur YouTube, qui raconte rapidement l'histoire de Romulus et Rémus. Bon, on va la faire très très simple pour la reprendre pour ceux qui n'ont peut-être pas tout compris à la vidéo. Eh bien, Romulus et Rémus, d'abord ce sont des frères jumeaux, hein, et il se trouve que ils habitent. L'histoire est en fait, pour reprendre l'histoire, hein, ça se passe à Albe-la-Longue, donc la fameuse ville fondée par Énée. Et après sa mort, bon, il y a eu plusieurs descendants. Et parmi ces descendants, il y a un certain Numitor, qui est donc le roi d'Albe-la-Longue. Et il se trouve que Numitor a un frère qui s'appelle Amulius. Et Amulius est jaloux de son frère. Et il va donc arrêter Numitor et il va le mettre en prison. Et il va prendre sa place. Et il se trouve que Numitor avait une fille qui s'appelait Silvia, Rhea Silvia. Et quand Amulius devient le roi, il ne veut surtout pas que Rhea Silvia ait des enfants parce qu'il a trop peur que ses enfants prennent un jour sa place. Et il voudrait se venger de l'emprisonnement de leur grand-père. Et donc il va interdire à Rhea Silvia d'avoir des enfants. Sauf que Rhea Silvia va avoir des enfants, elle va avoir 2 garçons, des jumeaux, avec le dieu Mars. Je rappelle que nous sommes toujours dans une légende, hein. La légende dit que donc, les parents de Romulus et Rémus, c'est Rhea Silvia et le dieu Mars. Et quand Amulius apprend que Rhea Silvia a eu des enfants, eh bien il décide de s'en débarrasser, donc il prend les 2 bébés, Romulus et Rémus, et il les jette dans le fleuve qui traverse la ville, et le fleuve s'appelle le Tibre, et il espère évidemment qu'ils vont mourir, sauf que le hasard va faire qu'ils vont être recueillis, d'abord par une louve, hein, qui va les sauver, qui va les garder avec elle, puis ensuite par des bergers qui vont les élever, et ils vont les faire grandir, et arrivés à l'âge adulte, Romulus et Rémus vont retourner à Albe-la-Longue, ils vont tuer Amulius, leur grand-oncle, et ils vont libérer Numitor, leur grand-père de prison, ils vont lui redonner son trône, et donc Numitor, pour les récompenser, va leur donner une ville, il va leur dire, voilà, vous avez ce territoire-là, il est à vous, vous pouvez fonder une nouvelle ville, cette ville, bien sûr, ça sera Rome, et donc les 2 jumeaux vont arriver dans ce territoire-là. Le problème, c'est que puisqu'ils ont une ville, il faut un roi à cette ville, et que le roi, normalement, ça devrait être l'aîné, sauf que c'est des jumeaux, donc il n'y a pas d'aîné, et donc ils vont se battre l'un contre l'autre pour savoir lequel des 2 doit devenir le roi de la ville. Alors je vous passe tous les détails, on aura une autre vidéo où je vous montrerai, où je parlerai de ça, mais à la sortie, c'est Romulus qui va tuer Rémus, hein, Rémus qui va essayer de franchir la muraille que Romulus avait construite autour du Palatin, une des collines de Rome, puisque Rome a 7 collines et que Romulus avait choisi le Palatin comme colline pour s'installer. Il avait créé une muraille autour du Palatin et Rémus il avait interdit à Rémus de franchir la muraille. Il avait même interdit à tout le monde de franchir la muraille. Et quand Rémus franchit cette muraille, eh bien, Romulus tue son frère et il devient donc le seul roi de la ville qui va donc porter son nom, Romulus. La ville s'appelle donc Rome. Voilà les origines officielles de la ville de Rome au niveau de la légende, bien sûr. Tout ce que je vous raconte là, c'est de la légende, c'est un mythe, c'est de la mythologie, et donc c'est pas la réalité. Pour connaître la réalité, mais ce sera l'exercice suivant que je vous demanderai de faire, que je vais vous mettre sur Pronote, hein. Il va falloir que vous compariez cette légende à la réalité, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que c'est vrai, est-ce que Énée, Romulus, Rémus, est-ce que ça a vraiment existé, est-ce que c'est vraiment eux qui ont fondé Rome. Et donc pour savoir ça, eh bien, on doit chercher des preuves, des documents, des sources. Alors ça peut être des textes, mais ça peut surtout être, puisque pour l'époque on n'a pas beaucoup de textes, on a peu de documents. Donc on fait des fouilles, on essaye de rechercher des choses, et en particulier, eh bien, je vous ai dit que Romulus, dans la légende, avait fondé une muraille. Eh bien, il y a beaucoup d'archéologues, d'historiens qui recherchent ces murailles, qui recherchent ces documents pour savoir si ces murailles elles existent et qu'on peut les dater. Eh bien, on pourra peut-être deviner si Romulus a existé vraiment ou pas. Eh bien, ça, c'est donc une des grandes interrogations des historiens, et faire l'histoire, c'est ça, c'est comparer des histoires, c'est comparer de la légende, surtout quand on parle de l'Antiquité, avec des vrais documents pour essayer de trouver ce qui est vrai, ce qui est faux, et puis ce qui est, on ne sait pas, parce que évidemment, quand on parle de l'histoire aussi ancienne que ça, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc ça sera le prochain exercice. C'est une fiche que je vais vous mettre là sur Pronote et que vous pourrez réaliser pour la semaine prochaine et qu'on étudiera et qu'on corrigera en classe pour ceux
d'entre vous qui viendront. Vous aviez également sur la fiche à réaliser aujourd'hui, pour aujourd'hui, donc un arbre généalogique. Le voilà, donc je vous propose de le corriger. C'est l'arbre généalogique de Énée jusqu'à Romulus, donc les origines de Rome. Les origines, c'est Anchise, le père de Énée, qui a eu des enfants avec Vénus. En tout cas, Énée serait le fils de Vénus, c'est de Anchise. Bon, il s'est marié à la fille du roi Latinus, donc quand il est arrivé dans Latium, c'est-à-dire l'Italie aujourd'hui. Il a eu un fils, Ascagne, qui deviendra le roi de Albe la Longue, donc, et puis ensuite, on passe les détails, il y a eu beaucoup de rois, il y en a 12, jusqu'à l'arrivée de Numitor et Amulius, c'est l'histoire que je viens de vous raconter. Numitor, donc, qui est le père de Rhea Silvia, qui a eu des enfants avec Mars, ses deux enfants, c'est Romulus et Rémus, et Romulus, donc, et vous l'avez sur le côté droit, est le fondateur de la cité de Rome, et la date que les Romains encore aujourd'hui considèrent comme la date officielle, si rien ne prouve que c'est vraiment la date de constitution de Rome, de la cité de Rome, c'est 753 avant Jésus-Christ. Et puis vous aviez une image au-dessus, c'est la Louve qui est en train d'allaiter les 12 enfants, Romulus et Rémus, et la Louve c'est toujours aujourd'hui le symbole de la ville de Rome. On la retrouve un peu partout quand on va à Rome, la Louve qui a sauvé les enfants des eaux d'après la légende. Donc voilà pour la correction de cet exercice-là. Et donc l'idée c'est que la suite c'est ceci, c'est cette fiche-là que je vous mets donc sur Pronote et que vous allez réaliser. On va essayer de réfléchir à, petit 3, la réalité historique. Romulus a-t-il vraiment existé et a-t-il été vraiment le fondateur de Rome? Je vous mets cette fiche-là réalisée. Prenez le temps de bien lire parce que les documents sont pas évidents. C'est des documents les deux textes que je vous ai mis, c'est des textes d'historiens, donc des gens dont c'est le métier de réfléchir justement à ces sources et à ces documents historiques pour essayer de les comparer avec la réalité. Donc je vous laisse prendre le temps de réfléchir et je vous demanderai donc de compléter ces réponses et surtout d'essayer de réfléchir à l'existence ou pas de Romulus d'après les avis des deux historiens. Donc il y en a un qui est italien qui s'appelle Grandazzi, et puis il y en a un qui est français qui s'appelle Paul Fontaine. Ce sont deux historiens. Vous avez compris que chacun va avoir une opinion complètement opposée à celle de l'autre sur la fondation de Rome. Et puis je vous mets également une petite vidéo de quelques minutes en lien sur Pronote pour que vous ayez un autre élément de réflexion sur ce travail-là. Voilà, je vous laisse pour cette semaine et donc je vous ferai une autre vidéo la semaine prochaine pour ceux qui ne viendront pas au collège pour la correction de cet exercice-là, et puis pour les autres on fera la correction ensemble la semaine prochaine. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.